à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de la première page de ce journal. La sécurité sociale fait de la pub. En tout cas, la caisse maladie du Val-de-Marne, et cela au dos des avis de remboursement que vous connaissez. C'est une première. Jacques Chirac à Moscou les 14, 15 et 16 mai prochains, fin donc de l'incertitude qui avait pesé sur ce voyage, le commentaire de Georges Bortoli. Jean-Paul II en Allemagne de l'Ouest pour 5 jours, avec plusieurs temps forts, dont la béatification de 2 victimes du nazisme. Football, France 2, Islande 0. On a gagné, oui, mais il n'y a pas de quoi le crier sur toutes les pelouses, car selon les spécialistes, il n'y avait pas la manière. L'occasion pour nous de revenir sur la révélation de ce match, le jeune Michiche. Et puis nous recevrons M. Bachelot, député du Front National, un parti dont les propositions pour l'emploi ont été mises en cause hier à l'Assemblée par Philippe Séguin. Et tout à l'heure, en fin de journal, Charlotte Rampling, seule et unique héroïne d'un livre. Il s'agit d'un album de photos qui lui est consacré et qui retrace quelques étapes de sa carrière. La météo maintenant, fin provisoire, je dis bien provisoire du printemps. Les prévisions dans un instant avec Alain Chauffour. Voilà pour le sommaire de cette édition. Aujourd'hui, jeudi 30 avril 1987, un jour de détention supplémentaire pour les diplomates français Marcel Fontaine et Marcel Carton, pour notre confrère Jean-Paul Kaufmann et pour notre ami d'antenne 2 Jean-Louis Normandin. Les otages détenus au Liban ne sont toujours pas libérés. La sécurité sociale fait de la pub, si vous me permettez ce raccourci. Pour l'instant, c'est une expérience tentée par la Caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne et qui est limitée à ce département. C'est simple, au verso des avis de remboursement que vous connaissez comme celui-ci, eh bien, figure une publicité. Là, c'est pour une publication littéraire, c'est pour une collection, mais ça peut être aussi pour des assurances, etc. Oui, mais me direz-vous, une caisse d'assurance n'a pas le droit de se faire payer un tel service. C'est vrai. Alors, c'est instauré un système d'échange que va vous expliquer Eve Mété, qui vous révèle cette affaire et qui permet à la caisse d'assurance en question d'économiser 1 million de francs par an. Eve Mété, Jean-Louis Bousset. Les Rois maudits dans une édition livre cadeau, un contrat d'assurance vie, un système d'alarme, une encyclopédie médicale ou même une méthode pour maigrir, autant de sujets d'étonnement pour les assurés sociaux du Val-de-Marne quand ils ont découvert ces publicités au dos des avis de remboursement que leur envoie la sécurité sociale. L'idée est simple, le verso des avis de remboursement étant vierge, le directeur de la caisse de Créteil a pensé en confier l'usage à un publicitaire. Celui-ci a sauté sur l'occasion. L'intérêt pour un annonceur de ce nouveau support, c'est sa fiabilité. Fiabilité parce que 96% des Français sont assurés sociaux, parce que ce message est un message positif qui ramène tout de même un remboursement à des dépenses qui ont été faites, et que nous savons que ce message est ouvert, il n'est pas jeté comme bien des mailings qui sont déposés dans les boîtes aux lettres, celui-là est ouvert et observé. Une caisse d'assurance maladie n'a pas le droit de recevoir d'argent. Alors, pourquoi de la pub, allez-vous dire ? En échange de la vente d'espace, le publicitaire assure l'impression gratuite des 30 000 avis de remboursement que la caisse envoie chaque jour. L'économie se monte à 1 million de francs pour l'année. J'exerce une censure constante sur les sujets de publicité qui nous sont proposés. Bien entendu, nous excluons tout ce qui n'est pas dans le droit fil de la mission d'institution. Nous excluons l'alcool, même la bière. Nous excluons le tabac, nous excluons les corps gras, nous excluons les régimes d'assurance complémentaires, nous excluons tout ce qui, encore une fois, peut paraître contradictoire avec la finalité de la sécurité sociale. Outre le contrôle sur le contenu des pubs, la Caisse a tenu à moraliser l'opération. Le tiers de l'espace vendu dans l'année servira à des campagnes de santé publique contre la carie dentaire, la drogue ou le sida. La pub, une bonne façon de faire des économies? Les avis des assurés sociaux sont mitigés. Effectivement, j'ai reçu, moi, déjà des décomptes avec de la publicité au dos. Je ne suis pas contre du tout. De la publicité, on en voit partout. On en voit à la télé, dans les journaux. Pourquoi pas au dos des décomptes de sécurité sociale? Moi, je trouve ça tout à fait scandaleux qu'on
que dans le même temps, on réduise les remboursements aux assurés qui se voient refuser un certain nombre de remboursements et qu'on leur dise placez bien votre argent avec la GMF. Moi, je trouve ça tout à fait scandaleux. Si ça peut apporter quelque chose à la sécurité sociale, ça peut être positif. Il faut voir le résultat. La Caisse nationale d'assurance maladie a fait connaître ses réserves devant l'initiative de Créteil. Mais déjà, la Caisse d'allocation familiale de Bordeaux annonce qu'elle mettra de la pub au dos de ses enveloppes. La Sécu du Val-de-Marne fait des émules. Voilà, vous avez bien compris, il s'agit pour l'instant du Val-de-Marne. La météo maintenant, puisque certains d'entre vous ont la chance de pouvoir lever le pied dès cet après-midi. Nous disions dans les titres de cette édition, au revoir le printemps, mais j'espère Alain Chauffour qu'il ne s'agit qu'un au revoir, que d'un au revoir. On l'espère nous aussi, William. En tout cas, la météorologie nationale n'est pas très optimiste pour ce premier week-end de mai. Et avant l'apothéose de dimanche et du début de semaine, où on verra les températures baisser de quelques 10 à 12 degrés sur pratiquement l'ensemble du pays, et bien dès aujourd'hui, la partie nord du pays est sous les nuages et sous les averses. Et la partie sud bénéficie d'un petit répit. Regardons d'abord la carte du temps prévue pour l'après-midi. Ce sont les perturbations qui ont traversé toute la France en diagonale au cours de la nuit, au cours de la matinée, qui vont se localiser dans l'après-midi, plutôt sur une partie nord, disons sur les régions nord, Île-de-France, centre du pays, même jusqu'à l'Auvergne et peut-être jusqu'à la région lyonnaise et surtout donc sur la Franche-Comté, le Jura, l'Alsace-Lorraine. À l'arrière de cette zone, des éclaircies mais quand même avec quelques passages nuageux et puis je vous le disais, au sud, un temps beaucoup plus clair et beaucoup plus ensoleillé. À noter quand même quelques passages nuageux assez importants sur le bassin méditerranéen et quelques nuages avec des tendances orageuses sur les Alpes. Alors comment tout cela va-t-il évoluer pour demain? Eh bien on a un petit répit demain puisqu'une nouvelle perturbation arrive mais elle n'inquiétera cette fois-ci que la partie nord-ouest du pays avec passage nuageux, quelques pluies plus ou moins importantes sur les côtes de la Manche et je vous le disais sur les régions Nord-Picardie, également Île-de-France et Normandie. Ailleurs, un temps beaucoup plus beau, quelques brouillards matinaux dans le centre de la France et puis ces nuages et ces pluies qui étaient donc aujourd'hui sur l'est du pays et sur le centre vont se décaler et quelques résidus nuageux viendront inquiéter demain la région des Alpes et un petit peu le nord de la Provence, Côte d'Azur. Partout ailleurs, vous le voyez, c'est du très beau temps. Je vous le disais, samedi et dimanche, les températures vont baisser énormément. Dès aujourd'hui, elles commencent par perdre quelques petits degrés. Regardons-les sur la carte des températures pour l'après-midi. De 16 degrés à Brest et à Cherbourg, nous irons jusqu'à 23 degrés à Strasbourg. Oubliez les beaux 26 et 27 de ces jours derniers, 20 à Paris. Et pour la partie sud, eh bien de 18 degrés à Nantes, nous irons jusqu'à 23 degrés aussi bien à Biarritz qu'à Grenoble. Et puis ce premier week-end de mai va être bien sûr l'occasion de nombreux départs. Alors regardez les conseils de Bison Futé qui vous demandent d'éviter de partir aujourd'hui des grandes métropoles, enfin des grandes villes françaises, entre 15 et 21 heures. En tout cas, même si le ciel est un petit peu voilé et un petit peu pluvieux, bon week-end. Merci. À propos du pont du 1er mai, peut-être faudrait-il parler de viaduc, car dès cet après-midi et jusqu'à lundi matin, un certain nombre de bureaux et de commerces fermeront pour cause de 1er mai. Voici le détail. Si vous devez prendre le train, le bus ou le métro, prenez vos précautions. Demain, le trafic sera réduit comme les dimanches et les jours fériés. En revanche, ne vous attendez pas à recevoir de courrier ni à pouvoir entrer dans un bureau de poste ou dans une banque. Ces guichets seront fermés demain toute la journée. Et même pendant 3 jours dans le cas de certaines banques, celles qui ne sont pas ouvertes le samedi comme à Paris. Porte close également à l'entrée des pharmacies, des caisses de sécurité sociale et des mairies. Avec une nuance pour les pharmacies, le service de garde des dimanches et des jours fériés a été prévu. La plupart des monuments et des musées nationaux, comme le centre Georges Pompidou, seront eux aussi fermés. Pas question non plus demain matin d'acheter votre quotidien habituel dans les kiosques. Mais vous pourrez écouter la radio ou regarder la télévision et pourquoi pas choisir Antenne 2. Et j'ajoute ceci qui est très important pour une grande partie d'entre vous. La Confédération des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques a déposé un préavis de grève pour les enjeux du PMU le 1er mai. Donc attention pour vos paris demain. La Confédération réclame une hausse de la commission que perçoivent les établissements. Il faut savoir que la commission n'a pas varié depuis 50 ans. Feu vert pour Jacques Chirac à Moscou dans une quinzaine de jours. Vous vous souvenez que le doute avait plané sur cette visite du Premier ministre en Union soviétique. Certes, Jacques Chirac avait été invité, mais pour diverses raisons, aucune date n'avait été précisée. À l'époque, c'était au début avril. On avait pensé que le chassé-croisé d'expulsion de diplomates soviétiques et français n'avait pas arrangé le climat. L'annonce de ce voyage a été faite officiellement par le porte-parole du Premier ministre, M. Baudouin, ce matin. Le Premier ministre de la République française se rendra en visite officielle en Union soviétique au milieu du mois de mai prochain à l'invitation du gouvernement soviétique. J'ajoute que ce voyage aura lieu du 14 au 17 mai prochain.
Inutile de vous souligner, dans le moment où nous nous trouvons avec toutes les propositions de désarmement qui ont été faites par le gouvernement soviétique et qui sont actuellement en discussion en particulier avec le gouvernement américain, l'importance que peut avoir cette rencontre du Premier ministre français, chef du gouvernement, avec M. Gorbatchev, afin d'avoir toute une série d'informations et de faire connaître aussi aux soviétiques la position française. L'invitation des soviétiques à M. Chirac date de longtemps déjà, mais la date officielle du voyage n'a été précisée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire très tard. Et cela parce que l'on a attendu d'avoir, du côté français, les satisfactions qu'on jugeait nécessaires. Et si l'on est satisfait à l'hôtel Matignon, c'est parce que ce voyage sera d'une part assez long et d'autre part assez rempli d'entretiens avec M. Gorbatchev pour que les sujets traités soient traités vraiment en profondeur. Alors certes, avant-hier encore, l'agence soviétique TASS critiquait le Premier ministre français parce qu'elle jugeait qu'il n'était pas assez favorable aux propositions de désarmement de M. Gorbatchev, ce qui est d'autant plus normal que les expulsions de diplomates soviétiques ne sont pas tout à fait oubliées, elles non plus. Mais on rappelle, côté français, que Mme Thatcher, elle aussi, était critiquée lorsqu'elle est arrivée à Moscou par les médias soviétiques, ce qui n'a pas empêché ces entretiens d'être tout à fait fructueux. Il va bien falloir détruire l'ambassade américaine à Moscou. Elle est à peine construite et encore inoccupée. Motif, vous le connaissez. Les autorités américaines accusent les soviétiques d'avoir truffé les bâtiments que voici, truffés de micros. Alors ça va coûter très cher aux contribuables américains, mais paraît-il, le secret est à ce prix. Nous vous parlions hier du sondage BVA Paris Match qui faisait apparaître, entre autres choses, une forte cote de popularité pour le président de la République, M. Mitterrand. Sur ce sujet, voici le commentaire de Pierre Messmer, président du groupe RPR à l'Assemblée, dans Télématin, en réponse aux questions de Paul Nahon. Le président de la République n'est plus depuis un an responsable de la politique française, et en particulier tout ce qui touche à la politique intérieure. Par conséquent, il n'a pas la responsabilité qu'il avait autrefois des mesures qui sont considérées comme impopulaires. Et comme c'est un homme habile et qu'il distribue des bons points, des mauvais points de temps en temps, qu'il se fait voir à droite et à gauche en province et à Paris, eh bien, il a pris la popularité que les présidents de la République de la Troisième avaient parce qu'ils inauguraient les chrysanthèmes. Et à propos d'une ou de plusieurs candidatures de la majorité à l'élection présidentielle, M. Messmer s'est déclaré favorable à une double candidature au premier tour. Quant aux dissensions qu'on a pu observer ces derniers temps dans la majorité, c'est toujours mauvais, dit M. Messmer, quelle que soit la majorité, parce que ça en diminue l'autorité. Le Front National, au centre d'une double polémique hier après-midi à l'Assemblée nationale, M. Jacques Chirac, à qui on demandait de se situer par rapport à cette formation, a expliqué que le Front National était dans l'opposition au même titre que les socialistes et les communistes. D'autre part, M. Séguin a répondu aux propositions de Jean-Marie Le Pen visant à accorder une priorité aux Français en matière d'emploi. Je le cite, il s'agirait alors de mesures discriminatoires et que les difficultés actuelles ne sauraient conduire à des politiques simplistes et démagogiques. Et puis le ministre des Affaires sociales, grand amateur de football, a pris un exemple à propos de l'idée priorité aux Français. Écoutez-le. Si depuis quelques décennies, la France n'avait pas été fidèle aux traditions qui sont les siennes, si la France avait souscrit aux principes auxquels vous vous référez, ce soir, la France jouerait sans numéro 2, sans numéro 4, sans numéro 6, sans numéro 7, sans numéro 8, et bien sûr, sans numéro 10. Eh bien, vous voyez, monsieur le député, la différence entre vous et nous, c'est que nous voulons donner toutes ces chances à la France. Nous recevons M. Bachelot, François Bachelot, qui est député de la Seine-Saint-Denis, du Front National. Vous avez été hier à l'Assemblée, quand vous avez entendu M. Séguin. Alors, on va reparler de votre situation dans l'opposition, mais tout de suite, venons-en à ce que disait le ministre. Le numéro 7, c'est Michi, je crois. Il a marqué d'ailleurs un but hier soir. On pourrait le prendre sur le ton de la boutade. Je dirais qu'à la vitesse où M. Séguin crée des chômeurs, d'ici quelques mois, il n'y aura plus de Français pour acheter les billets pour aller voir les matchs de football. Mais sur le fond, mais le sujet, justement, j'y viens. Le sujet est beaucoup plus sérieux. Alors qu'est-ce que nous disons? Nous disons, nous voulons donner un emploi à chaque Français et à chaque ressortissant de la communauté européenne. Donc nos amis italiens, espagnols, portugais, il n'y a aucun problème. Alors est-ce que c'est anormal? Non, c'est la solidarité nationale.
Est-ce que c'est illégal? Non. L'Allemagne, depuis 1973, le fait. Est-ce que c'est urgent? Oui. Il y a 3 200 000 chômeurs, plus 250 000 depuis que M. Seguin est là. Est-ce que c'est efficace? Oui. L'Allemagne crée des emplois. Et on sait qu'à peu près un emploi sur 2 qui serait libéré serait occupé par les Français. Alors la question qu'il faut poser, pourquoi systématiquement le RPR et l'UDF associent leur voix aux socialistes et communistes pour voter contre nos propositions de donner un emploi à chaque Français? La réponse, elle est simple. C'est qu'ils en ont fait une fatalité. Eh bien, nous disons non, c'est pas une fatalité, nous n'abandonnons pas les Français. C'est curieux que vous parliez du RPR qui associe ses voix au Parti Socialiste et au Parti Communiste, parce que le Premier ministre vous disait hier que la plupart du temps, vous votiez avec les socialistes et les communistes. Comme si vous voulez les remercier de vous avoir fait rentrer en force à l'Assemblée avec la proportionnelle. Ce n'est pas le cas. Prenons les chiffres. Chers amis téléspectateurs, le RPR et l'UDF a voté 66 fois avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Vous parlez de quand? 3 fois. Depuis le début de je suis député. Voilà la leçon que j'ai appris. Ma première leçon de jeune député, c'est qu'il y a un décalage permanent. Non mais dans quelle législature? La mienne, celle où je viens d'arriver. Je suis arrivé en mars 86. Et bien depuis que mars 86, ils ont voté 66 fois ensemble. Et c'est nous qu'on désigne du doigt. Alors, ils vous répondront à cela, comme on a déjà posé la question ici. Alors, on dit cela à un ministre de la majorité, il vous dira, c'est que notre proposition était bonne et les socialistes et les communistes y sont associés. Voilà ce qu'il vous répond. Dont acte, quand les projets du gouvernement étaient satisfaisants ou allaient dans le bon sens, nous les avons votés 400 fois. Vous entendez bien, 400 fois avec le RPR et l'UDF. Quand c'était mauvais pour les Français, eh bien nous avons dit non. Et ça a été notre propos cohérent, homogène. Et combien de fois vous avez voté avec, alors à ce moment-là, l'opposition? 3 fois pour les votes de confiance. Et à chaque fois qu'on a remis en cause... Mais c'est les votes les plus importants. Un vote de confiance et donner un ticket pour que le gouvernement continue. Tout à fait. C'est un vote d'honnêteté. Nous avons dit ce qu'il propose va échouer. Donc nous avons fait une confiance, une motion de défiance au départ. Ayant échoué au bout d'un an, nous avons été cohérents. Car c'est mauvais ce qui se passe aujourd'hui pour le pays. Mais quand vous dites, c'est les chômeurs en plus. Quand vous ne votez pas la conscience, vous ne votez pas pour ce gouvernement, vous votez donc avec l'opposition, c'est ce que disait hier le Premier ministre. Vous voulez chasser ce gouvernement-là, vous êtes bel et bien dans l'opposition. Vous refusez le droit à la différence. Est-ce qu'il y aurait une forme d'intolérance quelque part? Est-ce qu'on ne peut pas avoir 2 oppositions? Vous savez très bien qu'on n'a rien à voir avec les communistes, que nous combattons depuis très longtemps. Alors de grâce, arrêtons ce faux procès et venons au fond des choses. Est-ce qu'il faut créer des emplois et comment? Alors nous on a proposé, on a diffusé un papier en 10 points et on a fait des choses très précises. C'est ce qui gêne, nous dérange. Nous dérangeons parce que nous abordons les problèmes au fond avec des solutions précises. Non, vos propositions, et d'après ce que disait M. Seguin, sont plus entachées de moralité. C'est bien ça qui les a gênés. En disant, si vous en supprimez, il a pris l'exemple du football, si vous supprimiez l'arrivée de ces étrangers qu'on a naturalisés, si cette mesure avait été prise avant, regardez, il nous manquerait beaucoup de Français utiles, je dirais, et des Français qui ont fait parler d'eux, et bien. C'est pour ça qu'il a parlé de Michiche et d'acteurs et d'artistes et d'écrivains et d'hommes politiques, M. Stasi, de syndicalistes, M. Krasuki. Et je peux continuer à m'aborder dans votre sens. C'est essentiel, c'est le deuxième aspect de la chose, c'est l'aspect politique. Qu'est-ce que j'observe? J'observe premièrement que le Front National est au centre de la vie politique française. Pourquoi? Parce que le Front National est devenu le parti d'intérêt, c'est un nouveau parti, c'est un parti de vérité. Alors tout le monde s'occupe de tout. C'est ma première remarque, d'un côté comme de l'autre. On dit qu'est-ce qui va avoir le Front National? C'est un tour de rôle, hein? Oui, mais enfin c'est intéressant. On n'était pas là. Oui, c'est vrai, vous êtes les petits derniers. On n'est pas les petits derniers. Hein, car si on était les petits derniers, on s'occupe pas de nous. Non, les petits derniers, les petits nouveaux, je veux dire. On est une partie à part entière de la vie politique de ce pays. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je constate une perte de sang-froid de tous les ministres qui ont échoué. Que ce soit M. Malhuret, avec la mort de cet étudiant, que ce soit M. Rossineau qui crée le discorde dans le Parlement, Mme Barzac qui a fait perdre 1 an entre la courte vitesse contre le sida, M. Séguin qui crée les chômeurs. Alors, j'en viens. Vous avez l'occasion de vous exprimer à l'Assemblée. N'ayant pas l'occasion, si vous voulez, de proposer, ils ont pris la voie de l'injure. Et c'est ce que nous refusons, si vous voulez, parce que c'est pas normal que sur ces sujets-là, par exemple, on nous ramène toujours à Auschwitz. Je dis c'est une injure pour toutes ces victimes de l'Holocauste, et je le dis très clairement. C'est une injure pour le peuple français que de mépriser le débat d'idées. Alors, je les appelle à beaucoup de calme et de sérénité, car on a une certaine angoisse de voir que des ministres qui ont des responsabilités essentielles se laissent aller à la déprime et à l'injure.
Je dis quoi? Monsieur Je Bachelot, dis je vais vous nous demander de n'avons, conclure. j'en conclus. Nous n'avons aucune haine. Nous avons simplement une préoccupation de vigilance, une préoccupation de responsabilité. Et je demanderai, dans l'intérêt des Français et de tout le monde, qu'on en vienne sur le débat de fond en permanence. Mais sur le fond, est-ce qu'a dit M. Seguin hier, vous n'êtes pas contre? Je ne suis pas contre tous les arts, la musique, la culture. Je crois que c'est un exemple. Merci, M. Bachelot. Parlons du football précisément, puisque nous y étions il y a un instant. Alors on a gagné, vous le savez, mais aujourd'hui les spécialistes ne le murmurent plutôt qu'ils ne le crient. 2-0 contre l'Islande hier soir au Parc des Princes, grâce à Michiche, dont nous venons de parler, et à Stopira. Et l'équipe nationale garde un petit espoir de se qualifier pour la phase finale du championnat d'Europe. Mais il ne faut plus rien perdre, ça c'est l'enjeu. Voyons de plus près maintenant la révélation de ce match, Carmelo Michiche, Dominique Leglou. La première Marseillaise de Carmelo, mais dans sa tête, comme dans celle de Platini, un autre hymne. Et oui, on est attaché à sa terre d'accueil, la Lorraine, quand on est italien d'origine, catholique et respectueux des valeurs. Platini en est une. Ce ballon lobé en est la plus parfaite illustration. Carmelo, lui, a tout approuvé. À 24 ans, c'est sa première sélection. Et même si avec Metz, il a mis 12 buts, le grand public le découvre seulement. Alors ses premières minutes sont difficiles. Il a besoin de se libérer. La clé, c'est Platini qui va lui donner. Un Platini contré côté pile, un Platini éclairé côté face. Et voilà, but, le premier de Carmelo Michiche en équipe de France. Mais ça, c'était préparé à l'entraînement. Michel lui avait tout expliqué à Carmelo. Solidarité italienne, solidarité lorraine. Et il a compris Carmelo. Il a piqué à gauche, redressé du droit. C'est du beau travail. Ils construisent bien ces Rital. Libéré, il donne alors le tournis à son vis-à-vis. Mais hélas, l'équipe de France n'était pas dans un bon jour. Alors, il permute, change d'aile, accélère, bouge sans cesse, se retrouve de l'autre côté. Dribble, déborde, centre en retrait, hélas, il n'y a personne. Mais la France, elle vient de trouver un ailier, un vrai numéro 7, elle en avait bien besoin. Depuis le temps qu'on cherchait désespérément cette démarche à la Garincha. Regardez le résultat. La défense islandaise est déséquilibrée. Carmelo, lui, est triomphant, car son centre amène le deuxième but français. Car Yannick Stopira a suivi, jailli, roulé, boulet et marqué. Avec chance, mais il a marqué. Merci Michiche, un bonheur partagé par un homme qui y croit et qui croit. Je suis assez superstitieux, je suis croyant, puis j'ai une médaille que je porte tout le temps lors de mes matchs. Ça me met en confiance, ça me motive, puis ça me protège un peu. Voilà, et quand il rentre sur le terrain, il embrasse sa croix comme beaucoup de Sud-Américains, comme le faisait remarquer Dominique Leglou. Alors ceci aussi, le président de la République et le Premier ministre sont d'accord pour nous aider et reconnaissent l'importance de notre action contre la toxicomanie. C'est ce qu'a déclaré ce matin Michel Platini, animateur de la Fondation Aide aux jeunes drogués. Vous le voyez là, le footballeur a été reçu pendant près d'une heure à l'Elysée en compagnie, et sur votre image, c'est le troisième en partant de la gauche, en compagnie du docteur Claude Olivenstein. Les policiers et miliciens suspendus. Robert Pandreau, le ministre chargé de la Sécurité, a décidé de suspendre, en attendant les conclusions de l'enquête, le commandant du corps urbain de la Courneuve et 3 autres policiers qui travaillaient au noir dans une milice patronale. Pascal Stelletta, Roger Motte. Ces 2 hommes, masqués de foulards, évacués par des CRS d'une usine de la banlieue parisienne, sont eux-mêmes des policiers. Après leurs heures de service, ils louaient leur talent à des milices patronales spécialisées dans les opérations musclées. L'usine Sauer de Damary, près de Melun, n'est pas rentable. Ainsi en a décidé son propriétaire, le docteur Klaus Moormann, le patron des patrons allemands. Sur le site, on prévoit la création d'un port de plaisance et des appartements de grand standing. La liquidation doit être terminée avant le 16 avril. Le directeur français de l'usine, Claude Collard, n'a pas de temps à perdre en négociation. Les ouvriers occupent l'usine. Cette situation bloquée, le directeur va chercher à la régler à sa façon. À la tête d'une milice recrutée pour l'occasion, il investit l'usine dans la nuit du 12 au 13 avril. Et puis vers 4h12, 4h15, ils sont arrivés, puis ils ont dit de quitter les lieux, qu'ils reprenaient l'usine en main. Gentiment? Oui, gentiment, ils sont arrivés, ils ont dit oh, bah, pas de violence, on revient reprendre l'usine, c'est gentil de votre part de l'avoir gardé. Donc j'ai réveillé mes 2 autres collègues et puis on est parti. Et ils étaient les mains dans les poches?
Non, non, ils avaient des talkie-walkie et tout, puis il y avait les Asiatiques qui avaient des battes de baseball et puis des grandes tiges de ferraille, quoi. Les 25 gros bras vont pouvoir travailler toute la nuit sans être dérangés. Tout le matériel a été préparé à quitter l'entreprise, et s'il n'y aurait pas eu l'intervention de la population d'Amérique qui est venue à notre soutien pour faire sortir ce commando-là, il y avait 2 camions de 38 tonnes qui étaient prêts à sortir tout ce matériel-là qui est sur palette. Du côté de la direction, toujours la même réponse. Au petit matin, les ouvriers et la population se mobilisent, la police de Melun intervient. L'usine est encerclée par les forces de l'ordre. Parmi les hommes du commando interpellés, 4 policiers en civil. L'un d'eux, Henri Léman, est commandant d'un corps urbain de la Courneuve. Bon, je crois que c'est tout à fait le genre d'affaire regrettable et je ne peux pas dire que ça fasse grand bien à la police nationale. C'est pas le genre d'affaire qui peut rehausser le prestige. D'après les renseignements que j'ai, il semblerait que ce soit d'excellents fonctionnaires de police. Ce qui est peut-être malheureux dans ce genre d'affaire, c'est que ces fonctionnaires ont participé à cette opération. Peut-être, je crois qu'il faut le reconnaître, simplement pour se faire un peu d'argent. Je crois que c'est ce qui est malheureux. Est-ce que vous finalement. condamnez ce genre de choses? Ben, écoutez, on ne peut pas l'accepter. En attendant les résultats de l'enquête de l'inspection générale de la police, le ministre délégué à la sécurité, Robert Pandreau, a suspendu les 4 policiers de leurs fonctions. De leur côté, les ouvriers de l'usine ont porté plainte. Du nouveau pour la carte scolaire, les parents vont désormais avoir plus de choix pour inscrire leurs enfants en 6e. Ce que prévoit une circulaire publiée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Nous allons en avoir le détail avec Lorraine Cusin dans un instant. Je vous rappelle que jusqu'à présent, les enfants sont automatiquement affectés dans un établissement qui dépend de leur lieu d'habitation. L'expérience conduite ces dernières années, qui est concluante d'ailleurs, dans 11 départements, va pouvoir s'étendre maintenant à 74 départements. Cela concerne 520 collèges et Paris s'y met également. Lorraine Cusin. Hervé, 11 ans, entre en 6e en septembre. Élève d'une école primaire du 20e à Paris, il pourra aller dans 3 collèges du quartier. Celui du secteur de son domicile ou 2 autres très voisins, mais auxquels il n'aurait pu accéder librement jusqu'alors. Ses parents entendent bien profiter de cette possibilité de choix. Si je regarde les 3 établissements qui me sont proposés, il y en a un qui est quand même plus proche du domicile, ce qui lui permettra quand même d'être plus rapidement à l'école, d'être plus tôt à la maison à la sortie. Et ma deuxième préoccupation, c'est de lui voir casser ses habitudes. Depuis la maternelle, il a pratiquement les mêmes camarades et il a plutôt tendance à se laisser entraîner. Ça nous arrive d'avoir le soir des petits mots sur les carnets de correspondance à ce sujet-là. Dans ce quartier, comme pour la plupart des expériences, les parents pourront opter entre 2 à 5 établissements. Un choix encore limité, 4 arrondissements concernés à Paris, et sur toute la France, à peine 10% des collèges. Et bien souvent, les établissements les plus réputés sont exclus des secteurs de libre choix. Bref, une opération prudente. Démarrons. Certains départements ont conduit des expériences les années précédentes. C'est la première fois que nous commençons à Paris. Notre but est bien de dire la vérité et n'est pas de laisser croire que un choix absolu va être possible. Nous serons obligés de tenir compte des capacités d'accueil, des structures des établissements et des contraintes qui existent. Pas question donc de voir certains collèges se vider au profit d'autres. Si un établissement est trop demandé, une commission locale composée de l'inspecteur, de parents, des chefs d'établissement et d'élus définira les critères d'affectation. Jamais les notes de l'enfant ne devront être un critère. Reste un problème, comment les familles vont-elles s'informer objectivement? Le bouche à oreille est pour beaucoup dans le choix des établissements. Les parents discutent entre eux, mais il y a des rumeurs qui existent. Sur la réputation. Sur la réputation, et ça c'est quand même regrettable. Les parents désirent une information plus transparente. Certains souhaiteraient même qu'on procède à une évaluation des collèges. De son côté, le ministère pour l'instant incite les établissements à mieux se faire connaître. La hausse des dépenses médicales a nettement ralenti depuis le 1er janvier, alors que c'était l'inverse depuis 2 ans. Et puis également ceci, le ministère des Transports annonce la levée des préavis de grève des aiguilleurs du ciel. Seul est maintenu le préavis de la CGT pour les 4 et 7 mai prochains de 6h30 à 9h. Alcoolo bobo. Nous avons souvent parlé ici même des dangers de l'alcool au volant et parallèlement aux décisions prises par le garde des Sceaux en faveur d'une aggravation des peines pour les chauffards ivres.
Eh bien, un restaurateur près de Rennes a une idée. D'abord, ça va faire parler de lui, ça n'empêche pas la vente d'alcool dans son établissement, et en plus, ça peut contribuer à sauver des vies humaines. Eh bien, ça fait 3 bonnes raisons. Patrice Velay. Une idée unique en France, faire jouer les clients d'un restaurant ou plutôt les faire parier. Parier que le chauffeur de la voiture pour une soirée ne boira pas d'alcool au cours de son repas. Si vous acceptez de ne pas trop boire, vous aurez demi tarif sur le repas. Oui. Alors pour vérifier ça, tout à l'heure vous avez soufflé dans le ballon. On joue? D'accord. C'est un pari. Hein. Mais si vous perdez, vous payez plein de tarifs et l'alcotest. Ah oui. On parie? Oui. On y va. Est-ce que ça vous coûte cher cette expérience? À prime abord, ça peut sembler coûter cher. Néanmoins, il faut bien penser que les gens qui ont décidé, eux, de ne pas conduire, vont consommer plus. Donc, ce qui veut dire que je pense que l'équilibre financier, on va le retrouver d'une façon ou d'une autre. D'autre part, ce qui me coûte cher, franchement, c'est les alcotests. Parce que autant l'aspect de l'expérience est préventif, autant le prix du alcotest est dissuasif. Prix unitaire de l'alcotest, 22 francs 50. Et selon le restaurateur, des ballons difficiles à acheter en grande quantité. Après le dessert, vérification des promesses faites à l'heure de l'apéro. Tout va bien? Impeccable. Bien mangé, tout va bien? Oui, tout va bien. Vous avez gagné? J'espère, oui. Écoutez, on va le savoir tout de suite. Nadine, viens voir. Alors monsieur, on commence par vous? Si vous voulez, moi. Pour compenser, le restaurateur offre des jus de fruits au prix coûtant. Publicité, bien sûr, mais aussi vrai souci de lutter contre l'alcoolisme avec le soutien des gendarmes d'Ille-et-Vilaine. On va vider le ballon, voir ce que ça donne. Même pas une verdissure, rien du tout. C'est vrai. Dans leur majorité, les clients jouent le jeu. Un retour sans problème vaut bien un repas sans alcool. Jean-Paul II, 5 jours en Allemagne de l'Ouest. C'est un voyage tour de force, comme c'est souvent le cas pour le Saint-Père, puisqu'il doit visiter 11 villes du nord-ouest au sud-est de ce pays. L'occasion pour nous de mieux faire connaissance avec l'Église catholique d'Allemagne de l'Ouest que l'on connaît mal. Et d'abord ceci, c'est la première église dans son pays, juste devant les protestants, ce qui n'empêche pas d'être en crise. Jean-Claude Darigo, et pourquoi ? Il y a une crise parce qu'on peut dire que depuis un certain nombre d'années, les fidèles ont une certaine désaffection pour une église qui leur paraît une église lourde, liée au monde de l'argent. Alors, je crois qu'il y a des chiffres quand même à donner qui sont importants. Le diocèse de Cologne a des revenus qui sont supérieurs à ceux du Vatican pour une année. Alors, ça vient d'où? C'est une église très très riche. C'est une église extrêmement riche. Ça vient d'une chose très très précise, c'est que les ministres du culte, aussi bien d'ailleurs catholiques, protestants que juifs, sont rétribués par l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière très concrète? Sur votre fiche d'impôt, William, si vous étiez en République fédérale allemande, il y aurait marqué votre religion. Tant que vous ne récusez pas votre religion, une ponction est faite sur vos impôts et ces impôts sont reversés aux églises. Donc les églises ont des disponibilités considérables qu'elles utilisent, il faut le dire, pour être juste, à pas mal de choses. Bien sûr, à faire vivre une église qui a pas mal d'institutions, mais aussi qui aide énormément le tiers-monde. Alors au sens propre du terme, je veux dire, on a intérêt à récuser sa religion. Et sur le plan financier, on a qu'à dire, bon, on peut aller à l'église le dimanche, mais sur la feuille d'impôt, on dit, bah écoutez, je ne suis pas. Alors je crois que peut-être que les Allemands sont peut-être aussi fainéants que nous le sommes. Je crois que très souvent, vous savez, pour refaire une feuille d'impôt, c'est très difficile. Alors il y a beaucoup de gens qui préfèrent laisser cela et ils sont ponctionnés habituellement et ça fait partie de leurs habitudes. C'est le régime concordataire. L'État a signé avec l'Église un concordat en Allemagne. Non, Fénère, je ne suis pas sûr que ce soit le mot qui convient. Alors, le pape va procéder, ça c'est très important, à 2 béatifications, ce qui va involontairement, je dis bien involontairement, relancer une polémique là-bas sur le passé des Allemands entre les partisans de l'oubli définitif et puis les autres qui souhaitent que l'on témoigne toujours. C'est bien ça. Oui, d'autant plus que parmi ces 2 Allemands qui vont être canonisés, il y a une Allemande qui est un peu particulière puisqu'elle est d'origine juive. Edith Stein va être béatifiée. C'est une jeune femme qui était donc d'origine juive, libérale. Enfin, ses parents étaient athées, enfin, n'avaient pas de pratique religieuse particulière. Après une évolution spirituelle, elle-même s'est convertie au catholicisme. Elle a été exclue de l'université car elle était professeure de philosophie parce qu'elle était juive. Elle est rentrée au Carmel et c'est à l'occasion d'une visite forcée du Carmel où elle se trouvait que les SS sont entrés. Elle s'est déclarée juive, elle a voulu jouer la carte de la solidarité avec le judaïsme. Elle a été amenée à Auschwitz et elle a disparu. D'où la polémique des communautés juives qui disent voilà, les catholiques récupèrent encore une des victimes du Shoah. Bien. Merci Jean-Claude. De toute façon, nous parlerons de rendre rencontre de ce voyage dès ce soir dans notre journal de 20h, puisque sa sainteté arrive vers 17h30, je crois, en fin d'après-midi. Oui, enfin, à partir de 18h, oui, c'est cela. Merci. La bourse maintenant avec Jean Lebert pour savoir si la séance a été aussi irrégulière qu'hier, aujourd'hui.
Jean ? Il se prépare à un long week-end, William, tout en gardant un œil sur la rencontre américano-japonaise. Elle ne sait pas sur quel pied danser. Légèrement positif ce matin, puis négatif, puis à nouveau légèrement positif. On peut dire que l'indicateur de tendance évolue en dents de scie. En clair, on expédie les affaires courantes. Sur notre tableau, quelques plus fortes hausses que l'on doit à la publication de bons résultats, comme pour la Lyonnaise des Eaux qui gagne 2,5%, ou Sommaire Alibert au plus haut de l'année qui double ses bénéfices, ou encore Total à 509 francs qui gagne 1,1%. La valeur du jour pour Antenne 2 n'est pas encore cotée, c'est Vallourec. Vallourec, numéro 1 mondial du tube sans soudure. Vallourec exerce son activité également dans la métallurgie avec Sopretac et les travaux publics avec Valinco. Pour 1986, le groupe Vallourec plonge dans le rouge. Les résultats consolidés du groupe Vallourec affichent une perte de 402 millions de francs par du groupe. Le marasme qui règne dans l'industrie du pétrole a pesé sur l'activité tube. Pour 1987, les perspectives sont également plutôt sombres. Sur le marché des devises, activité réduite en France, mais cela n'empêche pas le dollar de reculer à 5 francs 96,20. La livre sterling est ferme à 9 francs 93, le Deutsche Mark est en légère hausse à 3 francs 33,85. L'écu est à 6 francs 93. Les cambistes, plus que jamais, craignent les conséquences de la guerre commerciale américano-japonaise. Sur le marché de l'or, reprise à Londres, mais petite baisse à Paris. À 86 300 francs, le lingot d'un kilo a perdu 200 francs. Et à 521 francs, le Napoléon a perdu 5 francs. Voilà, William, un coup pour rien à la Bourse de Paris. On se retrouve lundi. En attendant, vous pouvez toujours tout savoir sur la bourse avec votre Minitel 3615, code ECOA2. Merci Jean, c'est vrai, pas de bourse demain, mais vous le saviez sans doute. Nous allons maintenant bavarder avec Charlotte Rampling d'un ouvrage qui lui est entièrement consacré, et pour cause, ce sont des photos de vous. Ça s'appelle Avec les compliments de Charlotte Rampling. Alors, une petite question avant que nous feuilletions cet album. En général, il arrive que des albums sur des acteurs et des actrices soient publiés sans le consentement de l'intéressé. Il suffirait de découper dans les différents articles. Et puis là, c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Je l'ai fait en collaboration avec un éditeur allemand, Schirmer Mosel. Donc c'est lui qui est venu me demander il y a 2 ans si on pouvait faire un livre de ce genre, uniquement sur les images. C'est ça, pas de commentaire particulier, sauf une mise en situation au début. Il y a une préface, un portrait de Dirk Bogarde, et puis une sorte de petite biographie et un épilogue de Nagisa Oshima. Alors vous les avez toutes choisies ou vous avez supervisé cela après en disant bon celle-là à la rigueur? Vous avez choisi une par une? Oui, c'est-à-dire non, il suggérait, parce que sinon c'est vraiment un travail énorme. Non, je veux dire que il est venu dans mon grenier où il y avait des photos un petit peu n'importe où, n'importe comment. Après il a cherché à travers les films et à travers les photographes et dans les magazines, les Vogue, dans différents pays. Il a demandé aux photographes de lui donner des photos. Alors vous dites dans mon grenier, ce qui veut dire que vous gardez beaucoup les photos de travail, de votre travail? Oui, je pense que c'est nécessaire d'avoir un record, un souvenir. Un souvenir, oui. Et c'est plutôt ce que est ce livre, c'est un livre de souvenirs photographiques. Nous allons le feuilleter ensemble pendant que nous bavardons. Georges Bégou l'a feuilleté avant nous et nous allons voir quelques images qui sont extraites de cet album, donc, qui est publié en France chez Hatier dans la collection 5 continents. Alors il faut dire que c'est par ordre chronologique, on peut dire que ça commence à vos débuts dans les belles années 60 à Londres. Est-ce qu'il était facile de devenir comédienne à l'époque où il fallait se promener avec ça s'appelle un pressbook, c'est-à-dire... Un pressbook, oui. Et c'était moins le cas, comme c'est maintenant, de prendre les inconnus. C'était pratiquement pas fait du tout et j'étais une des premières inconnues à qui on a donné la chance de tourner dans un film. À quoi attribuez-vous ça? Je sais pas, ils ont vu ma tête dans des photos parce que je faisais un petit peu le mannequin, mais très, très brièvement. Les metteurs en scène ont vu les photos. Ils ont été attirés par l'apparence et ils m'ont fait un test, film test, et j'ai eu le rôle à cause de ça. Et donc ça a commencé ma carrière comme ça. Certaines actrices aussi ont leur photographe préféré. Elles aiment bien que ce soit un tel plutôt qu'un tel qui les photographie. Et elles ont probablement raison, estimant qu'il les voit mieux, quoi. Il les rend plus belles. C'est fréquent ça. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez 2-3 photographes que vous aimez particulièrement? Il y a, oui, 2 ou 3 dans ce livre, justement, qui sont Helmut Newton, Peter Lindbergh. Helmut Newton, où est-ce que c'est? Voilà, il y en a beaucoup d'ailleurs. Ça là? Non, ça, bon, parce que justement, c'est même pas une question de beauté, c'est une question qui fait sortir des choses très fortes de ces personnages. Ça, c'est une photo spécialement forte. Voilà. C'est un peu peur, celui-là. Voilà.
on va montrer cette photo-là que Frau Trampling aime bien, qui est donc d'Helmut Newton, mais alors qui est un très très grand photographe, très très connu. Alors, et là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais si on voit jusqu'au grain de la peau. Voilà, c'est ça. On pense qu'on peut même toucher la peau. Oui, ben, elle est très relief, pratiquement. Elle est très très vivante. Bon, c'est pas une attitude narcissique de se voir comme ça quand on feuillette cet album. Vous le regardez volontiers ou? C'est une chose assez difficile à faire. C'est pour ça que j'ai demandé quand l'éditeur m'a demandé de le faire, j'ai préféré que c'était lui qui faisait le sort de mise en page et je regarde brièvement et puis j'ai demandé à une ou deux personnes d'être avec moi pour le choix parce que c'est difficile de choisir ça soi-même. En tout cas, merci de venir en parler. Alors, c'est un album nouveau, c'est pour ça qu'on s'est permis de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est un choix qui a été fait en collaboration et à mon avis, c'est rarement le cas dans ce genre de publication. Merci de votre visite et bonne chance à cet album et à vos projets cinématographiques. Il est maintenant 2h moins 20 passé. Ah oui, on se sauve. On revient demain, c'est ouvert pour nous le 1er mai à 13h en tout cas. Au revoir à tous. Merci.